Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, à toutes et à tous, parce que les 2,6% de spectatrices sont toujours au rendez-vous. Alors, au-delà de répondre à vos questions, comme chaque dimanche, donc vous pouvez nous poser les questions sur Instagram, @lasueur ou par mail, contact@lasueur.com. On va faire le point sur les actualités du moment. Rust, Polydomso, UFC, Philadelphie, avec victoire de Justin Gaethje. Au début, on a bien cru que quelqu'un allait perdre une jambe, hein. Ouais. Mais ce début de combat, sans déconner, personnellement, honnêtement, le début de combat, j'ai eu des réminiscences de Don Fry versus Min Soo Kim, sauf qu'au lieu de se choper par les cheveux et de se mettre des tarons, ils se sont mis des low kicks, genre à toi, à moi. C'est extraordinaire quand même. Moi, ça m'a fait penser à Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport contre Paco, là, ou je sais plus comment il s'appelle, quand ils se mettent des middle, tu sais. Comme quand on croyait à l'époque que ça se passait dans les combats de boxe taille parce qu'on regardait pas de combats de boxe taille, tu vois. Mais en fait, mais c'était vraiment ça, tu vois. Genre, c'est low kick, tu vois. Genre. Mais c'était beau. Ils ont tenu leur promesse, chacun de dire que ils étaient prêts pour la douleur. Vraisemblablement oui. En plus, c'était des bons low kicks. C'est des bons low kicks sur le genou en plus, vraiment des trucs d'enfoiré pour les deux. Ouais. Donc, non, c'était extraordinaire. Mais le combat en lui-même aussi a tenu toutes ses promesses. Il a rapidement été quand même marqué à l'avantage de Gaethje, qui a utilisé, mais vraiment, vraiment intelligemment, son dirty boxing et son clinching pour vraiment complètement étouffer Barbosa. Et il a fini son combat dans le premier round. Très honnêtement, c'est une domination vraiment propre, nette, totale et sans bavure. Et technique autant que niveau de la puissance et de l'intelligence de combat. Franchement, chapeau. Ah ouais, vraiment chapeau. Et pas de dommage en plus, c'est ce qui fait plaisir pour notre ami Justin Gaethje. Reste à savoir quand même, même avec un seul low kick de Barbosa, ce que tu prends quand même. Oui, c'est ce qu'il a dit dans sa post-fight interview. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que les derniers low kicks, ils avaient l'air de piquer un peu quand même, hein, quand il a creusé. Et tu vois, en fait, c'est ce qu'on disait lors de la preview, tu vois. C'est un pari gagnant contre Barbosa d'accepter de prendre les coups et de rentrer parce qu'il n'arrive pas en fait à se replacer pour pouvoir redonner ses coups, tu vois. Quand tu arrives à passer le premier choc, il est tout de suite beaucoup moins efficace et beaucoup moins létal. Il y a même des images des mèmes, des gifs plutôt, qui tournent. On le voit par exemple essayer d'éviter l'enfermement, pas dans ce combat-là, mais dans un autre combat, où il fait tout le tour de l'octogone pour revenir à exactement la même position qu'il était. Contre Kevin Lee, oui. C'est ça, et bon, c'est la grosse faiblesse de Barbosa. C'était encore là, c'est ce qui lui a coûté le combat encore une fois, parce qu'il a essayé de sortir en fait de l'enfermement, mais avec le menton en l'air, les bras. Super, à la Junior Dos Santos un peu, ouais. En fait, c'est un peu le même défaut, hein, les deux. Bon, ils n'ont pas le même style, mais c'est le même problème. Ils ont une grande difficulté à comprendre leur position dans l'octogone. Et en fait, à mon avis, je pense qu'à ce niveau-là de sa carrière, Barbosa, il peut plus changer vraiment ce défaut, parce que je pense que, à mon avis, ses entraîneurs, ils doivent lui faire taffer à mort ce truc-là, mais c'est présent dans chacun de ses combats, tu vois. Et là, pour le coup, Justin Gaethje n'a même pas utilisé de lutte, tu vois. Il a juste utilisé ce que tu disais du dirty boxing. Alors pour ceux qui savent pas, et parce qu'on utilise des anglicismes, mais dirty boxing, c'est quand tu mélanges le clinch et la boxe, en fait. Ouais. Quand tu vas attraper les bras et frapper, puis réattraper, puis frapper, tu vois. Normalement, tu n'as pas le droit de faire ça en boxe, c'est pour ça qu'on appelle ça du dirty boxing. Mais c'est tout à fait légal en MMA. Exactement. Il y a des certains, comme DC, ouais, voilà, DC, abondamment. Randy Couture. Et là, moi, je trouve que ça lui convient parfaitement à Justin Gaethje. Il a même fait un truc que j'adore, moi, et c'est ça qui lui a permis de gagner, enfin, qui lui a donné le KO. C'est il a frappé, puis il a poussé. Et en fait, quand tu pousses un adversaire, t'as pas vraiment le droit de le faire à tes souhaits, mec. Ouais. Le mec se torche le nez pendant que je suis en train de parler. Je suis désolé. Je vous ai dit, de toute façon, que je suis l'article de la mort. Non, et donc, pour reprendre ce que je disais, tu vois, que t'as pas vraiment le droit de faire ça en kickboxing, tu vois, de pousser pour déséquilibrer l'adversaire, mais c'est une bonne technique en MMA parce qu'en fait, quand tu pousses, l'adversaire, par réflexe, il va essayer de s'équilibrer. Et donc, il va pas garder ses mains fixées au visage comme il devrait le faire. Il va donc, du coup, rabaisser sa garde, et c'est comme ça qu'il s'est fait shooter Barbosa. Et juste pour la petite anecdote, et je terminerai comme ça, il y a un combattant de K1, pour ceux qui préfèrent le kickboxing, qui faisait beaucoup ça, et qui lui a permis de battre des mecs comme Peter Hertz et même notre Jérôme le batteur national. Et pourtant, il n'était pas d'un super bon niveau. C'est un japonais qui s'appelle Kyotaro Maeda, tu vois.
Et lui, tout son style, c'est ce qu'il faisait tout le temps ça, tu vois. Il s'accrochait, il poussait, et quand il poussait, il revenait avec le crochet, tu vois. Et c'était stylé de voir Justin Gaethje faire ça, du coup. Ouais, mais j'avais souvenir aussi de Petrosian qui le faisait un peu. C'est ma mémoire qui me joue des tours ou parce que Petrosian, Ouais, pareil. Petrosian, c'est le niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il faisait ça comme une forme de défense proactive. C'est-à-dire quand tu t'approchais, il te poussait, puis après, il pivotait et il mettait son middle kick. Donc là, c'est le level encore au-dessus. Tu Là, vois. on est niveau Michel-Ange. Ouais. Ouais, c'est ça. Another level, another level. Et donc là, pour revenir à Justin Gaethje, qui finalement, après cette belle victoire contre James Vick et là maintenant Edson Barboza, qui confirme finalement qu'il a fait les ajustements. Vous voulez le voir contre qui, messieurs? Il y a un journaliste canadien qui a dit, et j'aimerais aussi voir ce combat, Nate Diaz contre Justin Gaethje. C'est vrai que moi, ça me ferait saliver, parce que je le vois toujours pas, mine de rien, parmi le gratin de cette catégorie lightweight, qui est quand même, pour moi, la plus dense de l'UFC. Vous voulez le voir contre qui? Bah, moi, contre n'importe qui, de toute façon, Justin Gaethje, quand il combat, ça peut être même contre le combattant le plus chiant de l'univers, il va t'en faire une machine à highlight, quoi, tu vois, c'est clair. Et donc, je sais pas, moi, j'aimerais bien le voir contre Yaquinta, moi. Al Yaquinta, Al Rajji. C'est parce que les deux, c'est des guerriers. Ils ont des armes. Yaquinta, il a quand même un bon bras arrière, et puis il a une bonne lutte, et puis il lâche pas l'affaire, quoi. Il lâche pas le morceau. Donc ça, ce serait pas mal. Et aussi, bon, bah, un combat qui, à mon avis, n'arrivera jamais, mais je l'appelle de mes voeux depuis un petit moment, c'est Justin Gaethje, Tony Ferguson, mec. Ah oui, aussi, ouais. Et c'est vrai, oui. Ouais, et là, par contre, c'est compliqué. Et Rust, tu veux le voir contre qui? Ben, c'est vrai que, en fait, j'aimerais bien le voir parce que j'avais vraiment espoir que contre Barbossa, on allait le voir contre un vrai pur technicien au niveau du striking et que ça allait. Je voulais vraiment voir quel problème allait lui poser Barbossa parce que il amenait des armes qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Et j'ai été, on peut pas vraiment être déçu, mais c'est vrai que bon, il l'a parfaitement cadré et dominé en fait. Mais je suis toujours un peu à la recherche de ce technicien qui serait capable de poser des problèmes à Gaethje, juste vraiment parce qu'il sera au niveau supérieur. Et je pensais à Donald Cerrone, mais je me dis en fait le problème c'est que je pense que Donald Cerrone, on sait à quel point il a du mal contre les mecs qui sont mentalement au next level. Et j'ai du mal à voir Donald Cerrone tenir plus de 1 ou 2 rounds face vraiment à la moissonneuse batteuse Gaethje. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, j'en suis rendu, un petit peu finalement comme Polydomso, à attendre des matchs où de toute façon, il faut absolument un mec qui soit mentalement intestable. Mais c'est dingue, mais en tout cas dans mon esprit, ça devient un prérequis pour combattre Alvarez. Si t'as pas un mental Gaethje, pardon. Si t'as pas un mental qui est encore au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a les athlètes de très haut niveau à l'UFC, et même parmi les combattants UFC, tu en as qui ont un mental encore au-dessus. Et si tu pioches pas parmi ceux-là, tu pourras pas avoir un combat où Gaethje sera un peu mis en danger. Donc c'est vrai que Tony Ferguson, si jamais il revient de tous ses soucis, ce serait vraiment, il n'y a pas de mots. Ouais. Bon, après, ce serait pas cool pour Tony Ferguson, parce que je pense que Tony Ferguson mérite le title shot amplement, tu vois. Et ce serait pas un cadeau de lui faire passer par. De l'obliger à avoir un combat avec Justin Gaethje, même si ce serait un merveilleux cadeau pour nous, les fans, ce serait pas un cadeau pour lui. Donc, non, moi, je pense que là, honnêtement, si Justin Gaethje, de toute façon, il poursuit sur sa lancée, comme de toute façon, il assure le spectacle, lui, je pense qu'il n'aura pas de problème s'il continue de gagner à aller au title shot. Il n'y aura pas un barrage médiatique à un moment donné, on lui dira bon écoute t'es gentil mais non tu vois. Lui en fait si là mettons qu'il je sais pas par exemple il combat contre Yaquinta et il bat Yaquinta, je pense qu'il y a moyen tu vois qu'il fasse. Après, je pense aussi. Oula. Je pense que. Pardon. Je pense que là, Yaquinta, il est booké contre Donald Cerrone pour, je crois, l'UFC Ottawa, si je ne m'abuse. Ah oui, c'est ça. Donc c'est vrai que je pense que le vainqueur de Cerrone Yaquinta contre Gaethje, ça ferait parfaitement sens. Parce que d'autant plus que Cerrone, c'est vrai que Ross, tu le disais justement, on était assez marqué par ses limites mentales. Mais c'est vrai que depuis qu'il a eu son fils, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'autre. Il se bat en plus pour quelque chose. Donc pour Yaquinta, pour moi, ce serait un vrai test dans le sens pour voir si il a définitivement mis de côté cette espèce de barrière psychologique. Et ensuite, là, un Yaquinta Cerrone avec un Cerrone qui est en mode vrai gangster du Colorado, je signe tout de suite. Moi aussi, et c'est vrai que d'autant plus que, comme tu le soulignes, effectivement, Yaquinta, c'est pareil. On parle de cette catégorie de l'élite de Space Marine de l'UFC mentalement là. Yaquinta, il est dedans. Donc c'est vrai que, et en plus, non seulement il a le mental, mais comment dire,
il a un menton qui fait que de toute façon, il a le mental et il va falloir que tu ailles le chercher, son mental, parce qu'il tombera pas au bout du deuxième parpaing. Ouais. Donc, ça va être super, super intéressant. Personnellement, je mets Iaquinta dans ce combat. Et effectivement, un Iaquinta Gaethje, finalement, c'est peut-être ce qui ferait le plus sens et qui serait assez dingue d'être témoin. Oh, ce serait magnifique. Et puis, messieurs, il y a eu le ONE FC aussi qui a ravi les fans de la sueur, puisque nous, enfin les fans, les fans, n'est-ce pas, Polydamso, nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'on parle enfin du ONE FC où Demetrius Johnson et Eddie Alvarez faisaient leur début. Donc, Demetrius Johnson qui a combattu un Wakamatsu qui faisait entre 15 et 25 kilos de plus que lui. Il a eu toutes les peines du monde pour s'imposer. Il a même failli quand même être un petit peu chancelant, l'ami Demetrius, qui s'impose finalement au deuxième round par guillotine, tight guillotine choke, mais c'était quand même loin d'être facile. Ouais, il a eu en face de lui un mec qui était venu pour gagner, quoi, qui n'est pas venu pour faire de la figuration, le Yuya Wakamatsu. Et tout de suite, on a senti que le mec, il était préparé pour Demetrius Johnson. Exactement. À chaque fois que Demetrius Johnson changeait de niveau, Yuya, il essayait de timer son uppercut pour le choper quand il rentrait pour faire le takedown. Sa takedown défense, elle était très efficace, en tout cas pour le premier round. Et même, il était capable, rien qu'avec une certaine puissance athlétique qui était assez inattendue. Moi, ça m'a un peu surpris. Oui. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est sa qualité, tu vois. Et il a été capable de sortir de positions difficiles contre Demetrius Johnson. Et debout, le Johnson, il n'était pas à la fête. Il n'était vraiment pas à la fête parce que le mec, oui, très probablement, il devait lui prendre 10 kilos de plus que lui, facilement, parce qu'il était plus grand, plus large. Et c'était quand même assez flagrant dans la cage. Et donc, à chaque choc, Demetrius Johnson, il a dû puiser dans sa technique. Tu vois. Ça n'a pas été un combat facile. Et c'était assez surprenant à ce niveau-là. Ça n'a pas été facile. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'un autre côté parce que déjà, premièrement, c'était cool de voir depuis longtemps Demetrius Johnson, grosso modo, en bantamweight. Déjà, c'était cool. Il n'a pas perdu de sa technique et il reste au top. Honnêtement, c'était juste sublime. Ces changements de niveau, une fois qu'il était au sol, sa progression constante, ses sweeps, etc., c'était vraiment juste somptueux, mais vraiment somptueux. Mais j'avoue que, alors déjà, premièrement, je sais pas, j'ai vanté les mérites incroyables du système de pesée, je crois toujours que c'est le futur. Je crois toujours que c'est le futur du ONE FC. Ils font les choses bien. Mais juste, je comprends pas parce que clairement, là, que ce soit pour l'adversaire d'Eddie Alvarez ou celui de Johnson, là, il y a une couille dans le potage. C'est pas possible. Ils étaient énormes. Le truc avec le ONE FC, c'est que, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais ils ont des super idées. Mais après, l'exécution, je ne sais pas comment ça se fait. Parce qu'il n'y a rien de vraiment officiel, quoi. On ne voit pas les pesées. On ne voit pas ce qu'ils disent justement du pipi dans le bocal pour voir si... Enfin, on ne voit rien de tout ça, tu vois. Donc, je ne veux pas être le sceptique, le mec un peu... ça m'a l'air un peu fumeux, tout ça, tu vois. Mais quand même, là, il y avait des questions. On pouvait se poser certaines questions. Bon, après, encore une fois, peut-être que Demetrius Johnson n'a pas cuté de poids du tout. Et que Yuya Wakamatsu, c'est un mec qui se coupe une jambe pour rentrer dans la cage. Je sais pas, j'ai pas vu d'autres combats de Yuya Wakamatsu qui pourraient... Ah bon ? Bah ça alors. mais bon, voilà. Quoi. Non, mais tout à fait, oui. Non, mais c'est... Et donc, on en sait rien. Après, j'ai peut-être aussi un autre truc sur l'énergie de Yuya Wakamatsu par rapport à Demetrius Johnson qui était assez surprenant, c'est que Demetrius Johnson, pendant longtemps, il a fait des combats de 5 rounds. C'est vrai. Donc, il a ce rythme 5 rounds, tu vois. Et au début, je pense qu'il y allait un peu calme. Deuxième round, il a commencé à accélérer, à faire des changements de niveau à fond parce qu'il s'est dit ah ouais, putain, il y a 3 rounds en fait. Et le mec, il blague pas en face, tu vois. Donc il a accéléré considérablement. Et je pense qu'en fait, le format 3 rounds, c'est un bon égalisateur contre Demetrius Johnson. Pendant longtemps, Demetrius Johnson, il gagnait ses combats parce que c'était le seul à faire des 5 rounds à l'UFC. Parce qu'en flyweight, il n'y a pas de main event flyweight. Ouais. Hors les combats pour le titre, et comme il était champion et qu'il défendait, lui faisait tout le temps des combats de 5 rounds, et personne en face de lui faisait des combats de 5 rounds. Donc il avait cet avantage sur les autres concurrents de l'UFC. Là, il était à 3 rounds contre un mec qui s'est dit j'ai que 3 rounds à faire, je peux y aller à fond. Et je pense que c'est pour ça outre d'autres éléments qui ont pu jouer évidemment, mais...
Et d'un autre côté, je rejoins aussi Ross, c'est vrai que le côté athlétisme de Wakamatsu était quand même impressionnant parce que c'est vrai que toute la palette technique y était vraiment pour Dimitri Johnson, mais il y avait vraiment ce côté, quand il arrivait à sécuriser enfin le takedown, le double leg y était, l'autre il suffisait effectivement d'une petite explosion, pas forcément plus technique, pour se relever. Donc tu avais ce côté quand même hyper frustrant d'un Dimitri. Enfin, on revoyait quelque part aussi, d'une certaine manière, le combat contre Henri Cerudo, où c'est vrai qu'il y avait toute la technique de Dimitri Johnson face à un adversaire qui était quand même beaucoup plus athlétique, beaucoup plus dense, et puis qui arrivait quand même on va dire, repousser toutes les tentatives de ce bon Dimitrius, mais bon, qui conserve quand même l'essentiel en s'imposant, en avançant dans ce tournoi. Ouais, avec une guillotine. Ouais, voilà, vraiment. Enfin, c'était Oui. un peu. Tu avais le timer, quoi. C'était, tu sentais que le mec avançait en face et que si jamais Dimitrius Johnson n'arrêtait pas à le stopper, bah, c'était qu'une Oui. question de temps avant que le mec le coince. C'était vraiment Exactement. étrange. Ouais. Sensation. Tu sais, le dernier enchaînement entre ou avant, qui précède la phase au sol, qui précède la guillotine, c'est quand même Dimitri Johnson qui recule Ouais, et le Exactement. mec qui vient le chercher quand même. il hein, fait flipper. les gars. Franchement, il fait Tu flipper. vois, genre, c'est- Bon. Et en tout cas, et tu le sens, et honnêtement, c'est cool, ça fait presque cinématographique, mais on en parlait juste avant, dans la guillotine de Demetrius Johnson, il met sa vie, il met sa non, c'est vie. Et Oui. bah, le mec, voilà, tout 15 kilos en plus qu'il soit, bah, quand même, enfin, ça a un avant-bras dans la gorge à un moment donné, bon, bah, ça. Oui, voilà. Et même sa célébration qui était vraiment qui montrait qu'il était énormément content. Quand on voyait aussi un de ses coachs qui allait pour le porter, il disait non, on se calme parce que c'est que quand même le premier Ouais. tour, donc on va se détendre. Et les gars, là je vous pose une question aussi, est-ce que vous pensez pas finalement que le fait que le head coach de Dimitri Johnson, qui est aussi vice-président du ONE FC, le fait qu'il ne puisse pas être dans son corner pour ces combats-là, est-ce que ça le désavantage pas un peu? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi je me suis dit pendant le combat, être tout le temps dans cette lutte et dans cette recherche du takedown où on voyait quand même qu'il se prenait pas mal de coups en avançant, notamment parce que l'autre arrivait bien à réagir dans cette gestion de la distance. Est-ce que vous ne pensez pas que ça désavantage un peu Dimitri Johnson de ce point de vue-là? Personnellement, je pense pas nécessairement parce que très honnêtement, là, son game plan pour moi était parfait. Hein. C'est honnêtement, il a vu qu'il avait. En plus, Dimitri Johnson, quand même, il fait partie de cette catégorie de combattants qui sont tellement expérimentés que de toute façon, eux-mêmes ont tellement de fight IQ et sont tellement intelligents dans la cage qu'ils sont eux-mêmes capables de s'adapter. Et Dimitri Johnson, honnêtement, quand il a vu que clairement le mec en face, debout, était puissant, était rapide et faisait mal, il a très vite adapté son game plan et il était parfait, honnêtement. Ses transitions étaient parfaites et une fois au sol, il faisait exactement ce qu'il fallait. C'est juste que le mec en face était juste un lion indomptable, quoi, du gars de Côte d'Ivoire. Mais voilà, il pouvait juste rien faire. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment si, parce que de toute façon, Mathieu a dû concevoir le game plan en amont, je ne sais pas vraiment si ça aurait apporté quelque chose. C'est le Cameroun en plus. T'es sûr? C'est les éléphants, la Côte Ah d'Ivoire. merde, c'est vrai. En plus, j'allais faire Big Up Drogba, enfin, j'allais m'enfoncer encore plus. Mais en tout cas, ils étaient indomptables. Voilà, il était indomptable. Bon, après, c'est vrai que Dimitri Johnson, il appartient à cette catégorie de combattants. Je vais essayer de continuer si je t'emmerde pas trop. Il appartient à cette catégorie de combattants qui arrive très bien à assimiler les conseils entre les rounds de son coach parce qu'il a ce lien très particulier. Franchement, c'est un des rares hein, avec TJ Dillashaw par exemple. Parce qu'il y en a plein, tu vois, les coachs qui expliquent bien ce qu'il faut faire et après ils font rien d'autre parce qu'ils sont dans leur zone, tu vois, et ils sont imperméables aux avertissements et aux conseils de leur coach. Mais Dimitri Johnson, c'est une de ses énormes qualités, c'est qu'il arrive à être lucide à tout moment et à intégrer ce qu'on lui dit et à changer radicalement son game plan d'un round à l'autre, tu vois. C'est ce qui fait que c'est un combattant de ce calibre-là, tu vois. Et là, le fait qu'il n'y ait pas Mathieu, ça doit jouer quand même un petit peu, je pense. Même si c'est à la marge, ça joue un petit peu. Même, je suis d'accord avec toi, Rust. Hein, je pense que il est tout à fait capable de s'adapter, de faire les analyses lui-même et tout. Mais je pense quand même que le regard extérieur d'un mec aussi expérimenté que Mathieu, c'est toujours un avantage, surtout quand tu es capable d'avoir cette écoute pendant le combat. On verra pour la suite, de toute façon. Et puis, notre cher Eddie Alvarez, là, on s'est pris pas mal de mentions, les gars, sur Twitter, mais sur Instagram. Eddie Alvarez est fini, les mecs. Il est rincé. Qui s'est fait finir à la fin du premier round. Dur. En plus, finir à la fin du premier round, un round qu'il perdait. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Contre le Russe, Timofey Natsukin. Natyukin, exactement. Donc, voilà.
triple champion Pancras, je crois, en Russie, le bonhomme, et puis là qui venait là aussi pour gagner, qui a réussi à imposer sa pression, et puis le pauvre. Ouais, ça va être dur pour Eddie Alvarez, vraiment dur parce que c'est une vraie défaite par KO, vraie domination, et là c'est compliqué pour lui parce que là aussi, premier tour du tournoi lightweight, et il sort par la petite porte. Alors messieurs. Ça fait chier parce que moi en tout cas à titre personnel, j'aime beaucoup Alvarez. Enfin, Oui. on en avait parlé dans le dernier podcast. Et ce qui semblait être des vacances ou en tout cas une pré-retraite pépère s'annonce quand même beaucoup plus compliqué que prévu pour Alvarez. Le mec en face était bon, hein, clairement, c'était pas du tout un petit client. Alvarez, je l'ai pas trouvé excellent sur ce combat. J'ai trouvé qu'il était timide. Je pense qu'à mon avis, il a dû prendre les premières droites qu'il a dû prendre. Il n'était pas dedans, quoi. Tu vois, il n'a pas tenté de takedown, il n'a pas fait ce qu'il fait souvent, tu sais, les changements de niveau où il bombarde au corps puis il remonte et tout. Il n'y avait rien de tout ça. Il a été très tu vois, il était dans la tentative, il n'arrivait pas à installer sa distance. Il attendait à l'extrémité d'un combattant qui avait une plus grande allonge que lui, donc c'est jamais une bonne idée de faire ça. Et dès les premiers coups, il n'avait pas envie de combattre. Enfin, tu vois, Alvarez, c'est un mec qui se fait quand même souvent sonner en début de combat et qui est légendaire pour sa capacité à revenir, tu vois, à se ressaisir et à jouer sur la distance, sur la résistance et sur sa victoire. Là, dès qu'il a commencé à se faire vraiment choquer par Timofey, il a lâché l'affaire. Enfin, honnêtement, après, je lui jette pas la pierre. Il en a peut-être marre de se faire marteler le crâne, hein, mais c'est vrai que c'était un peu décevant de sa part. Bien joué de la part du Russe qui a, je pense, décroché son plus beau scalp de sa carrière là. Ouais. Et qui a fait un sans faute, quoi. Il a vraiment bien géré. Il n'a pas fait d'erreur. Il s'est pas trop étendu. Il s'est pas exposé au takedown, même s'il n'y en avait pas. Il n'a pas pris ce risque-là. Il a été économe et efficace. Donc, Mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi que, alors pour ma part, quand j'ai vu le combat, j'étais relativement confiant quand j'ai vu Alvarez en anglaise parce que je trouvais qu'il avait des bons in and out. Je trouvais qu'il avait chopé relativement rapidement le rythme de Timofey. Mais effectivement, même si je l'ai trouvé relativement bon dans son approche en anglaise, c'est vrai que c'est étrange parce qu'il il restait à l'extrémité des coups de Timofey et sans pour autant varier avec des low kicks ou quoi que ce soit. Et c'était assez bizarre parce que rapidement on a vu qu'il avait le timing de Timofey, sauf que au moindre coup qui se prenait en revanche, il y avait un truc bizarre qui se passait, comme si Timofey, en gros, il avait vraiment le point en pierre, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu aussi, à partir d'un certain point dans le combat, cette espèce de sensation, comme tu dis, Polydomso, où j'avais l'impression de revoir un peu le Alvarez contre Conor, où il était un peu mystifié. Exactement. C'est-à-dire que ce soit par la puissance des coups, par le timing de Timofey, qui était quand même, il avait réussi à le choper parfois assez vraiment de façon clean, et vraiment c'était assez stylé. Et il était un peu phasé, c'était un peu, on le sentait vraiment, comme tu disais, timide et un peu timoré dans ses attaques. Et il a dû effectivement prendre certains coups, et je sais pas, sa volonté, c'est comme si elle s'était écroulée. Et honnêtement, la séquence de fin, quand il se prend les coups de bélier là, tu sens que effectivement dans ses autres combats, il se prend un knockdown, il revient, il a la rage, etc. Là, c'était très étrange. Il a pris le coup et il n'a plus envie d'y être, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas un chaos. C'est pas un chaos comme là, Barbossa s'en est pris un, quoi. Tu vois, il se prend les coups, tu vois, et en fait, il se termine en position fétale. Toujours conscient, tout à fait. Il est toujours conscient et tout. Donc bon, après, on n'était pas dans la cage. Ah non, alors là, non. Ça se trouve, le mec, et c'est plus que probable en face. Oui, d'autant il a peut-être des enclumes à la place des mains, tu vois. C'est fort possible. Hein. D'autant plus que, comment dire, effectivement, Timofey, même délire que Demetrius Johnson, je pense qu'il devait bien lui mettre 15 kilos facile. Hein. Ouais, donc, c'est clair. Ouais. Quand tu y mets 15 kilos facile, c'est vrai que les coups font un peu plus mal, et ceux d'Alvarez, ça piquait un peu moins, quoi. Exactement. Mon cher Rust, vous sortez du champ assez régulièrement. Ah merde. Je reste discipliné. Exactement, c'est problématique pour nos. Je suis un petit peu de Bob and Weave. Exactement. Bien, messieurs, nous allons pouvoir répondre aux questions. Alors, on a de nombreuses questions, ça nous fait énormément de plaisir parce que ça veut dire quand même que vous nous suivez. Donc, @lasueur sur Instagram pour nous les poser. Si vous n'avez pas Instagram, par mail, contact@lasueur.com. Donc, on va y répondre. On a beaucoup de questions.
pas mal de questions assez sur des sujets quand même assez vastes. Donc, messieurs, on va essayer quand même de timer toutes nos réponses parce que sinon, on est là pour la nuit. Donc, première question de Liber Alexandre 71. Hello les gars, tout d'abord, bravo pour votre travail. Si. Je voulais avoir votre avis sur les combattants japonais, plus particulièrement sur le fait qu'ils n'arrivent pas à bien performer dans les organisations américaines. Pour vous, est-ce dû véritablement au fait que le niveau soit moins élevé au Japon ou cela serait-il dû à d'autres facteurs, fuseaux horaires, cultures différentes? J'adorais l'âge d'or du MMA nippon et surtout leurs combattants. Et je suis triste de ne plus avoir de nouveaux combattants japonais performer au plus haut niveau, alors que c'était le cas à l'époque des Pride, Bushido, Heroes, etc. PS, j'ai entendu votre critique du Fight Pass. Personnellement, je l'ai pris depuis quelques mois et tout fonctionne parfaitement. Je le recommande vraiment pour tout fan de MMA. Bonne continuation à vous, au plaisir de vous écouter. Moi, petit point avant de laisser les deux experts répondre. Moi, je pense aussi que c'est une question de marketing dans le sens où aujourd'hui l'UFC a clairement plus aucune envie de promouvoir les combattants japonais. Par exemple, Kyoji Horiguchi qui lui s'épanouit maintenant au Rising. Et donc il y a ce côté, certes, effectivement, un petit problème sportif aujourd'hui où il y a plus la même richesse qu'avant. Quoique, nous allons voir ça avec Polydomso et Rust. Mais je pense aussi du côté du marketing, l'UFC a plus du tout envie d'investir sur ces combattants-là. On voit aussi au nombre d'événements qui font 1 ou 2 en Asie par an. Donc c'est vrai que pour eux, il n'y a pas vraiment cette plateforme-là qu'il y avait avant. Messieurs, parole aux experts. Moi, je vais très vite laisser la parole au spécialiste Asie, Monsieur Polydomso. Asie. Allez. Ah, d'accord. Pardon, excuse-moi, je te déroule le tapis rouge là. Non, moi je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux en fait. Il y a effectivement un manque d'intérêt marketing de la part de l'UFC, enfin en tout cas des organisations américaines. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a eu effectivement un âge d'or qui correspond à la période K1 Pride en fait. Principalement, c'est là où ils avaient vraiment un pool de combattants qui était assez développé. On va citer les plus connus, hein, Sakuraba, Norifumi Yamamoto, que Dieu ait son âme, hein, et toutes ces personnes-là, tu vois, qui étaient très très efficaces et très bons. Le problème, c'est quand... Pardon ? Rapidement, Takanori Gomi, superbe article de notre cher Polydomso à lire sur lasphère.com, un article à lire et à relire. Je vous en prie. D'accord. Et en Takanori, c'est super, hein, ça me fait de la pub, c'est cool. Et, non, bah oui, Takanori Gomi aussi excellent. Le truc, c'est qu'en fait, il y a eu aussi, je pense, une image qui s'est un peu fanée au Japon de ce sport-là. C'est que pendant cette période, le sport était vraiment bien vu. Et en fait, il y a eu des scandales au niveau du K1 et au niveau du Pride qui était quand même assez lié avec la pègre locale. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Vous pourrez vous faire vous-même votre opinion sur ce qui s'est passé. Néanmoins, l'image publique de ce sport a vraiment décliné au Japon. Et il y a moins de gens qui ont été intéressés par ça. Par exemple, Kyoji Horiguchi en parlait dans une des interviews qu'il avait données. Vous pouvez trouver la vidéo, c'est à Vice, je crois, une interview qu'il avait faite à Vice. Et il expliquait qu'en gros, là-bas, si tu fais du MMA, t'es vu comme un yakuza, quoi, tout simplement, tu vois. Alors que c'était pas le cas il y a 10 ans, mais c'est quelque chose qui maintenant est assez récent. Donc il y a moins de gens qui s'intéressent à ce sport, même au Japon. Après, au-delà de ça, une des raisons aussi qui fait que les Japonais percent pas trop à l'UFC, c'est aussi lié au fuseau horaire, hein. Il y a beaucoup de combattants qui se plaignent de ça, que c'est très compliqué pour eux de gérer leur entraînement au Japon et d'ensuite de performer à leur maximum aux États-Unis. Une autre raison qu'on peut donner, c'est que généralement les combattants japonais, ils constituent, il y en a beaucoup dans les petites catégories. Et les petites catégories n'intéressent pas trop en fait les promotions américaines. Et par exemple, le meilleur combattant japonais actuel, c'est Kyoji Horiguchi. C'est un mec qui a un niveau, honnêtement, pour moi, c'est le meilleur flyweight avec Cerudo et Dimitri Johnson. Il est à peu près au même niveau, quasiment. Tu vois, doit être un petit peu en dessous, mais il est exceptionnel ce mec-là. Et il est parti de l'UFC sur un bilan de 7 victoires, 1 défaite contre Dimitri Johnson. Voilà. Et à 22 ans ou 23, donc. Ouais, voilà. Et depuis, il aligne les scalps au Rising. Donc c'est un mec qui aurait très 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 largement le niveau pour évoluer à l'UFC.
manque d'intérêt de la part du public américain pour les petites catégories. Je pense que ça joue aussi. Il y a peut-être aussi une autre raison qu'on peut hypothétiser, c'est le fait que le Japon a une énorme tradition martiale, que ce soit dans le judo ou même dans les sports de striking. Honnêtement, enfin, ils sont très très bons et même maintenant on le voit dans les petites catégories, ils ont des strikers d'exception. Il y a peut-être aussi le fait que bon, au-delà du fait que démographiquement, effectivement, c'est quand même moins probable d'avoir des Japonais au-delà de middleweight, enfin, c'est clair. Mais il y a aussi le fait qu'ils n'ont peut-être pas la tradition comme l'ont les combattants américains de lutteurs. Et le problème, c'est que ça a pu jouer, par exemple, Norifumi Yamamoto Kid, quand il est tombé contre Demetrius Johnson, ça a été l'exemple parfait, il s'est fait out-grappler, enfin vraiment out-wrestler même. Et il y a peut-être ça qui joue aussi. Lorsque les combattants japonais viennent aux États-Unis et se retrouvent contre des lutteurs de métier qui ont fait la transition MMA, généralement, ça va bien pour le lutteur et mal pour la personne qui vient d'un background un peu plus traditionnel, quoi. En tout cas, affaire à suivre, mais c'est vrai que là, c'est pas forcément du MMA, mais c'est vrai qu'avec les Takeru et puis notre ami Tenshin Nasukawa, il y a quand même en kickboxing des noms qui arrivent, donc affaire à suivre, surtout qu'ils sont extrêmement jeunes. Question de Marwan94. Bonjour, que pensez-vous du combat Gastelum versus Adesanya? Réponse le 8 avril ou 9 avril, mon cher Marwan. Teasing, le teasing, c'est la folie. Alors, question de Steve Adja. Alors, salut les gars, j'aime beaucoup votre travail, c'est trop. Ce serait possible d'avoir un portrait la sueur de Michael Venom Page, sa carrière, votre avis sur son style. Pourquoi il n'est pas l'UFC, tout ça, force à vous. Bon, on répondra ultérieurement. Hein. Hello la sueur, donc deuxième question de notre cher Steve. Hello la sueur, déjà merci à vous, car j'ai eu la réponse à ma question présente dans un de vos podcasts. Bon, pouvons-nous avoir quelques infos récentes sur le MMA en France? Pourquoi sommes-nous encore à la traîne? Et deuxième question, sinon l'événement d'hier soir, UFC Philadelphia, c'était le feu, le mois de mars entier d'ailleurs. Que diriez-vous de faire des vidéos style bilan mensuel? Vous l'avez compris, c'est toujours un plaisir de regarder vos vidéos, de ne lâcher rien et force à vous. Bon, on fait déjà des bilans hebdo, on va faire des bilans mensuels en plus. Alors les gars, le MMA en France... Avant que Rust ne décède, on va essayer de faire ça en 5 minutes, le MMA en France. Est-ce qu'on est à la traîne? Bon, moi, personnellement, je trouve que avec la situation légale du MMA, on se débrouille quand même pas mal. Je pense. Hein, avec une team MMA Factory qui fait partie des meilleurs d'Europe actuellement. Et puis, on va dire pas mal de combattants qui arrivent ici et là à faire des bons résultats. Donc c'est vrai que le jour où le MMA en France sera légalisé, on va dire on a déjà de solides bases, je trouve, pour quand même une situation qui est quand même qui devrait être plus que précaire. Non, mais c'est sûr, c'est ce que disait de toute façon Mansour Barnaoui qu'on a eu la chance d'interviewer, c'est que le talent il est présent. Il y a des mecs qui sont excellents dans toutes les zones en fait, tous les domaines en fait qui composent le MMA. On a de très bons kickboxers, de très bons boxeurs, de très bons lutteurs aussi, et aussi de très bons grappleurs, même si c'est pas vraiment comme en Europe, c'est pas vraiment, en tout cas en Europe occidentale, c'est pas vraiment notre spécialité, mais comme on a une grosse école de judoka, il y a quand même des gens qui sont très très bons dans ce niveau-là. Et donc, quand on voit par exemple le succès d'un Mansour Barnaoui en grappling, on se dit que bon, quand même, on doit savoir se débrouiller. Ouais, non, mais clairement, il y a le talent, il manque juste en fait les institutions et les structures en fait. C'est le seule chose qui manque. Et ça, ça ne viendra que quand ce sera légalisé en fait. Donc. Ouais, et c'est vrai qu'apparemment, ce qui est un peu complexe, c'est aussi le fait que c'est un dossier qui revient régulièrement en fait sur la table des ministres des Sports du gouvernement français. Le problème, c'est qu'ils en changent régulièrement et qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre des Sports, tu ramènes le dossier et il faut reconvaincre la personne et refaire un espèce de plaidoyer à chaque fois. Donc c'est un peu une histoire sans fin, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, c'est un peu, de toute façon, l'appel de l'argent, je pense, fera qu'au bout d'un moment, il y a tellement à brasser du point de vue des events de MMA que, à un moment donné, le fric appelant le fric, je pense que le MMA, c'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit légalisé et que le gouvernement français ne se rende compte que du point de vue divertissement, il y a maille à faire, quoi. Bon, après, moi, je pense qu'il y a quand même un énorme a priori en France autour de ce sport. Mais même, il y a un énorme a priori en France autour des sports de combat en général. Ça, faut pas se voiler la face. Les gens qui... Généralement, vous faites le test, hein, mais les gens qui sont des détracteurs du MMA,
les 3 quarts du temps, s'ils pouvaient aussi interdire la boxe et la boxe thaï, ils le feraient, hein. Enfin, je veux dire, ils utilisent l'excuse un peu pathétique des frappes au sol pour nourrir leur argumentaire, mais c'est des gens, les 3 quarts du temps, qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais pris de coup dans leur vie, tu vois. Et bon, je vais pas me lancer parce que sinon je vais les pourrir encore plus. Mais en Quel vrai, bon Polydomso, en quel bon fait, Polydomso. il y a un énorme a priori culturel autour de ce sport. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est un truc qu'il y a eu à chaque fois. C'est-à-dire, c'est un truc qu'il y a eu autour du kickboxing, qu'il y a eu autour de la boxe thaï aussi. Et puis après, tu vois, les mêmes vont retourner leur veste 10 ans après que ce sera légalisé, hein. Parce que, par exemple, la boxe thaï, pareil, il y avait eu, pendant un moment, c'était considéré comme un truc de voyous et tout. Et puis, il y a quand même eu des events qui ont été très médiatiquement suivis. Et il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la boxe thaï maintenant, même, on va dire, dans la sphère culturelle. Et ce sera pareil de toute façon en MMA. C'est-à-dire que là, tout le monde fait un peu les vierges effarouchées. Quand ce sera légalisé, les gens vont soudainement trouver ça magnifique. Exactement. Et puis d'ailleurs, les audiences ne mentent pas. Bien, question d'Ilian Dolly. Salut les gars et bravo pour votre merveilleux taf. Merci. Petite question, le retour de Le Banner, vous pensez quoi? Et dans un univers parallèle, s'il était dans son prime de nos jours, que ferait-il à l'UFC, champion ou pas? Merci. Vous pouvez d'ailleurs voir notre interview de Jérôme Le Banner, qui est devenu, messieurs, notre interview qui a le mieux fonctionné de toutes les interviews la sueur devant l'interview de Georges Saint-Pierre. Alors, messieurs, Le Banner dans son prime, oui, qui revient. Donc, après un combat récemment au HIT en kickboxing, là, il revient en MMA, je crois, d'ici 2-3 semaines pour faire une exhibition. Là encore, c'est vrai qu'il est plus dans le circuit, on va dire le circuit primaire, hein, puisque là, il est dans des organisations vraiment de seconde zone, mais à 46 ans, c'est vrai qu'il a plus les mêmes capacités qu'autrefois. C'est juste que maintenant, il veut rester actif et c'est vraiment pour prendre du plaisir. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je trouve que, voilà, pour lui, il se fait plaisir. Il n'est pas contre des gars qui sont au top de leur forme, donc c'est pas non plus ultra risqué. Il prend toujours de l'argent. Enfin, il y a pas de. Pour moi, c'est pas grave. Il se fait plaisir, ça emmerde personne, et puis on n'a pas non plus de risque de le voir face planter par un mec qui a 10 ans de moins que lui. Donc finalement, Ouais. Pas mieux. J'ai rien à rajouter là-dessus. Ce serait d'une tristesse incroyable s'il devait rencontrer des mecs comme Verhoeven ou oui, je sais pas, ou Jamal Ben Sadik, tu vois, des mecs qui sont des cartonneurs et qui sont dans leur prime, tu vois. Là, bon, bah, il combat des gens qui sont un peu moins bons. Ça note rien, hein, à ce qu'il fait, hein. C'est très courageux de sa part de poursuivre sa carrière là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un peu de réalisme de sa part. Il a revu un peu l'ambition compétitive à la baisse. Ouais. Et à ce niveau-là, moi, ça me dérange pas qu'il fasse ça c'est clair. Enfin... Bah, moi non plus, d'autant plus que de toute façon, ce qui est bien avec Jérôme Le Banner, c'est qu'il a tellement plus rien à prouver à personne que là, il peut continuer sur un tapis volant et vraiment faire les combats qu'il veut et s'amuser et sans prendre de risques parce qu'il commence à être vraiment âgé, surtout pour un combattant qui a vraiment les kilomètres qu'il a derrière lui. Et en plus, il l'a déjà fait, cette espèce il a eu un passage où il était déjà assez âgé pour un kickboxer. Il affrontait les Tyrone Spong, il affrontait les nouveaux venus. Il a déjà eu cette phase, en fait. Donc, de toute façon, maintenant, ça fait plaisir, voilà, qu'au moins ils prennent pas trop de risques en combattant, voilà, comme tu disais, Polydomso, des Verhoeven ou même en MMA, des Ngannou, des gars comme ça. Ouais. Donc c'est parfait. Et pour la deuxième partie de la question qui était, je crois, comment est-ce que vous l'auriez vu dans son prime en MMA? Eh ben franchement, personnellement, j'aurais vraiment payé pour voir ça parce que un mec comme Le Banner en MMA, tu peux avoir un Junior Dos Santos puissance 10 et ça aurait pu être mais monstrueux. Ouais, finalement voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas eu au Pride, qu'il n'ait pas fait sa transition à ce moment-là. Il aurait pu. Mais après, il était tellement bon aussi en kickboxing et le kickboxing marchait très bien à l'époque, donc. Ça se comprend aussi. Finalement, pas de regret pour Jérôme Le Banner. Alors, question de l'art du vivant, messieurs. L'art du vivant. Professeur d'SVT. Alors, salut les gars, super taf, continuez comme ça. Merci. J'ai une question pour vous. Est-ce que Gegard Mousasi est le GOAT des poids moyens, sachant que son palmarès est impeccable, et pouvez-vous expliquer pourquoi son style est aussi efficace contre tout le monde? PS, un John Jones versus Francis Ngannou, ça donnerait quoi? Ce serait pour les questions du dimanche. Vendredi, il a envoyé un message
point d'interrogation. Et vendredi à 22h14, la question n'est pas assez pertinente. Non, mais si, la question est effectivement pertinente, mais nous répondons dimanche. Donc c'est vrai que si tu poses ta question le jeudi, bah, tu auras la réponse le dimanche. Donc là, on répond à cette question-là, messieurs. Est-ce que Yegar Moussassi est le GOAT? Bah, pour moi, c'est pas un GOAT, mais c'est une légende à part entière, on va dire, de la catégorie poids moyen, parce que champion de quasiment toutes les organisations par lesquelles il est passé, sauf l'UFC. Et puis il est parti de l'UFC après une série de quoi? 4 victoires consécutives? 4-5 victoires consécutives, la dernière contre Chris Weidman, exactement. Thiago Santos aussi. Thiago Santos également. Donc ouais, pour moi, très gros client, mais GOAT, non. GOAT. Pour moi, en fait, bon, je vais dire un truc, je vais peut-être me faire tracher pour dire ça parce que c'est un peu, actuellement sortir ça, ça va être que je critique. Aucun problème, je veux dire, de vision oculaire, ouais, exact. Non, ce que j'allais dire, c'est que c'est un peu pour moi le Eddie Alvarez des middleweight, en fait, Yegar Moussassi. C'est un peu un mec qui s'est pas vraiment stabilisé dans une organisation. Qui a combattu un peu tout le monde dans plusieurs catégories. En plus, il a été assez longtemps lourd léger. Yegar Moussassi, là notamment, il était pressenti pour combattre Gustafsson. Ça s'est pas fait parce que Gustafsson s'est blessé, mais ça aurait été un combat, je trouve, très très intéressant. Après, le problème, c'est que je pense qu'il lui manque quand même les victoires au plus haut niveau. C'est-à-dire à chaque fois qu'il a combattu les mecs qu'il fallait qu'il batte, il a perdu. C'est-à-dire quand il a rencontré Machida qui faisait sa transition en middleweight, bah, il a perdu. Quand il a eu sa revanche contre Ronaldo Jacare Sosa, il a perdu aussi. Alors bien sûr, c'est des combats qui sont à chaque fois, il se fait pas démolir, quoi, mais c'est toujours, il est, tu vois, à une étape en fait de transformer l'essai. Et puis bon, bah là, c'est cool qu'il soit au Bellator. Je sais pas s'il aurait été capable de gagner le titre UFC. Surtout avec la catégorie poids moyen qu'on a actuellement en fait. Ouais, bah la même. Et c'est vrai que j'ai du mal à considérer, pour toutes les raisons, on vient d'énumérer Polydomso, que ce soit c'est un des meilleurs poids moyens de tous les temps. Mais le meilleur, c'est vrai que j'ai un peu de mal à considérer aussi. Personnellement, j'irais plutôt voir du côté des Whittaker, des Romero. Alors forcément, on me dira, ouais, c'est facile, ils sont champions actuellement et ils ont qui les victoires actuellement. Mais même au-delà de ça, c'est vrai que ce sont des gars aussi qui n'ont pas eu effectivement ce genre pied dans le tapis au dernier moment. Romero, il a perdu des combats contre Whittaker et c'était des combats hyper disputés. Whittaker, il a perdu en welterweight et depuis qu'il est monté, c'est un sniper. Et c'est vrai que voilà, il n'y a pas ce côté Moussassi qui peut vraiment se faire battre et vraiment battre par des Jacare et par des Lyoto Machida. Donc ouais, je le place en dessous de ces deux-là, par exemple. Après, ouais. Je vous en prie, Polydomso. Après, un argument quand même en la faveur de Yegar Moussassi, pourquoi il est si impressionnant, c'est qu'il a quand même une longévité de carrière qui est quand même assez dingue, parce qu'il a commencé très très jeune. Finalement, je crois qu'il a à peu près la même chronologie de carrière qu'Anderson Silva. Et quand tu vois où en est Anderson Silva et où en est Yegar Moussassi aujourd'hui, c'est quand même assez fou de se dire qu'ils ont commencé à peu près aux mêmes périodes en fait, quasiment. Ils n'ont pas le même âge, mais c'est quand même assez dingue en fait de se dire ça. C'est qu'il arrive quand même à garder un niveau très compétitif. Il est dans le top 10, quoi. Tu vois, il a toujours plus ou moins été dans le top 10. Et encore aujourd'hui, moi je le considère encore dans le top 10 des middleweight. Mais aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est qu'il gère vraiment bien sa carrière. Il la gère intelligemment. Et à un moment donné, c'est vrai que là, il a quoi? Plus de 50 combats, je crois, professionnels de MMA. Donc à un moment donné, il faisait vraiment, notamment quand il était au Dream, c'était vraiment, il combattait un petit peu trop. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment superbe gestion de carrière, dans le sens où il prend pas trop de dommages quand il est dans la cage, et ensuite il gère vraiment pas plus de 2 sorties par an, et à chaque fois dans des combats qui sont quand même hyper importants pour sa carrière aussi. Et là, il l'a dit récemment, il veut bientôt prendre sa retraite, notamment pour ses problèmes de santé, notamment les traumatismes crâniens, commotion cérébrale et ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi j'apprécie ça. Et comme le dit justement Polydomso, c'est vrai qu'il y a ce côté Eddie Alvarez où je pense qu'il n'aura jamais finalement le respect, on va dire, des fans qu'il mérite. Malgré ça, pour moi, c'est un vraiment gros truc pour Moussassi. Il n'a pas eu une défaite traumatisante. Il a des défaites, certes, mais il n'y a pas ce côté traumatisant parce que contre Uriah Hall, on retient surtout quand même le KO de malade plutôt que tu as perdu contre Uriah Hall, qui est quand même un combattant qui n'est pour le coup pas du tout une légende. Enfin,
Non, mais alors, attends, pour revenir quand même, je pense qu'en fait, Uriah Hall, ce soir-là, il aurait pu mettre KO n'importe qui, tu vois. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que, bon, bah, il est arrivé que Gegard Mousasi était en face de lui à ce moment-là, tu vois, mais ça aurait pu être n'importe qui, en fait. Donc, ça joue pas trop en sa défaveur, ça. Après, pour parler un peu plus de son style, pour faire la transition, moi, je trouve que c'est un modèle du genre, hein, Moussassi. Hein. Je suis un énorme fan. Je pense que le seul truc qui lui fait défaut, c'est parfois il est trop patient en fait. Il laisse filer un peu le combat et c'est ce qui lui a joué des tours, notamment contre Machida. Quoi. Il est un peu trop attentiste en fait. Il a ce confort et c'est à la fois une qualité, mais c'est à double tranchant. Il a un sang-froid à toute épreuve, Gegard Moussassi. Il peut être débordé, se prendre des coups, se faire mettre au sol et tout, et il va avoir la même visage, la même concentration. Il sera pas atteint mentalement et il continuera d'appliquer ce qu'il doit appliquer. Donc c'est très impressionnant, mais parfois il lui manque un peu ce sens de l'urgence qui pourrait en fait lui donner justement le petit sursaut qui le ferait gagner. Tu vois. Sur sa technique, c'est un excellent grappleur. Il sait à peu près tout faire au sol. Très bon sens du finish. Il a un bon flair pour choper la soumission au moment où il y a un mouvement, tu vois. Et puis après, debout, bah, c'est très clean, quoi. C'est très fondamental. Il a un très bon jab. Il arrive bien à gérer ses distances. Il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. Bon jab, bonne efficacité dans les mouvements au sol. Pas vraiment. C'est pas un grappleur de position. C'est-à-dire, il va pas te fixer au sol et te maintenir et te fatiguer comme font par exemple les lutteurs américains ou un truc comme ça. C'est juste, il va créer un peu de chaos et il va te choper en fait à ce moment-là. Donc, Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est vachement intéressant d'avoir Gegard Mousasi parce que, un peu à la manière de Josh Barnett, c'est un gars qui, de par son style, a une telle longévité. Et c'est vrai que c'est jamais un gars qu'on verra faire des spinning back kicks à la Barbosa ou tenter des trucs de dingue dans les moments clés. Il va constamment rester ultra discipliné, ultra patient. Et c'est ce qui fait que, et voilà, comme tu disais, en fait, sa technique est tellement clean qu'il peut se le permettre, qu'il peut gagner des combats comme ça. Et que c'est ce qui fait que de toute façon, il est tellement complet que ouais, il peut tenir la dragée haute à tout le monde et sans prendre nécessairement énormément de risques. Donc pour ça, c'est vrai que c'est un modèle du genre en tout cas. Modèle du genre, ce bon vieux Gegard. Et puis il y avait la deuxième question donc, de notre cher ami l'art du vivant. Francis Ngannou, John Jones, les gars. Alors kiffant ou pas? Perso, ça fait partie des combats. Ça... J'aimerais bien voir ce genre de quoi, mais j'aurais un peu peur. J'aurais un petit peu peur pour John Jones quand même. J'aurais un peu peur pour John Jones parce que c'est vrai qu'il y a toujours ce côté Francis, à partir du moment où il te touche quelque part, voilà, la fin du combat n'est pas très loin, exactement. Donc ça me ferait un petit peu peur pour John Jones parce que je pense, hein, et là je pense que vous êtes d'accord aussi avec moi, John Jones c'est le meilleur combattant des deux, mais c'est vrai que là, physiquement, à mon avis, il y a quand même un espèce de gap qui est assez impressionnant et qui est pour le coup, pour John Jones, ce serait assez compliqué de réussir à grappiller ça, d'autant plus que, ça ne vous aura pas échappé, John Jones n'a jamais call-out dans tous les heavyweights possibles Francis Ngannou. Voilà. Bah ouais, pas grand monde ne call-out Francis Ngannou. Oui, hein, tout à fait. C'est vrai. mais c'est là où je pense que la différence de taille, de poids, enfin genre. Bon après, je pense pas qu'il y ait une vraie différence de taille. Je pense que peut-être que John Jones est même peut-être même une plus grande allonge que Ngannou. Enfin, en tout cas, ça se dispute. Mais après, c'est pas du tout les mêmes modèles, quoi. Enfin, et je pense que par exemple, il y a beaucoup de choses que fait John Jones qui marcheraient pas, tout simplement du fait de cette différence de physique en fait contre Ngannou. Après, moi, c'est un combat. Je donne pas John Jones perdant. Hein. Moi, John Jones, je donne perdant contre personne. Hein. Alors, on va se faire cracher à la gueule par une partie des gens qui nous écoutent, mais bon, il est quand même vachement plus complet qu'Ngannou. Ah, tout à fait. Mais il y aura toujours ce petit côté énorme alerte chaque fois que Francis lancera quelque chose. En fait, c'est ça. Et le truc, c'est justement ça, c'est que j'ai du mal à voir, parce qu'il ne le fait même pas en heavyweight, en light heavyweight finalement, j'ai du mal à voir John Jones réussir à vraiment mettre en danger, debout en tout cas, Francis Ngannou. Il peut le contrôler, il peut gérer les distances et les, des accès comme il faut et vraiment utiliser toute sa palette pour le contrôler, rester à distance et réussir à le gérer. Mais il n'y aura jamais d'alerte de John Jones vers Ngannou comme il y en aura dès que Ngannou décidera bon allez je tente un truc. Exactement. Là tout le monde va être en mode accroché à son siège et puis aller franquette quoi. Donc il peut le dominer, il peut le contrôler, il peut le mettre au sol, quoique ce sera compliqué quand même, ça va être un peu chaud. Au sol, là, c'est là où peut-être qu'il aura vraiment sa carte à jouer, John Jones.
encore que contrôler Ngannou au sol, c'est pas une sinécure non plus. Ce qui va être bien en fait, effectivement, ce sera si jamais John Jones monte en heavyweight. De toute façon, n'en faites pas son premier combat. C'est tout ce que je demande parce que là, vraiment, ce serait compliqué. Exactement. À la limite, je serais beaucoup plus confiant, paradoxalement, contre un Miocic ou contre un Junior Dos Santos ou même un Verdum. Encore plus contre un Verdum ou un gars comme ça. Ouais. Je pense que ce serait la pire option possible pour John Jones que de faire son baptême en heavyweight contre Ngannou. C'est pas le moment de faire ça, justement. Mais cependant, toute la communication de l'UFC en amont du combat, je saliverais. Je saliverais entre le GOAT contre l'espèce de monstre qui sort de je sais. Ce serait super. Des profondeurs. Ce serait super. Ouais. Exactement. Des profondeurs. Bref, donc à suivre en tout cas. Mais c'est vrai que John Jones l'a dit, ma montée en heavyweight est inévitable. Question de Kevin. N78, bravo les mecs tout d'abord pour vous dire, c'est le premier message que je vous envoie, mais je regarde tous vos podcasts, j'en rate pas un, c'est excellent, continuez ainsi. Bravo messieurs, bravo messieurs. Merci. Plus concrètement, j'envoie ce message pour réagir au dernier podcastation de dimanche, où une question m'a intéressé, celle sur la vision qu'a l'UFC pour la catégorie des lourds. Vous dites que Dana lui-même ne sait pas ce qu'il fait, au contraire, je pense qu'il sait très bien et il souhaite faire cette année un fight pour le titre Cormier versus Lesnar pendant que Jones tue la catégorie light heavyweight. Encore 2 combats avant de monter en lourd et affronter le combat tant légitime que serait un challenger justement. Après tout, les Ngannou, Dos Santos, Curtis Blades, Miocic s'éliminent entre eux. Comme ça, ils ouvrent une porte royale à Jones et s'assurent 2 money fights contre Cormier et Lesnar fin 2019. Et Jones versus le survivant des lourds début 2020, vous en pensez quoi? Merci de votre réponse, force à vous. Je pense que les gars, on est un peu d'accord avec lui. C'est vrai, Kevin, du côté de Cormier-Lesnar, on en avait même déjà parlé. Peut-être qu'il fait... référence à un podcast La Sueur qui datait d'un petit peu plus longtemps. Mais en fait, je pense que ce qu'on disait, c'est pas qu'ils n'ont pas de vision, c'est qu'ils ont une vision court-termiste. C'est-à-dire qu'en gros, ils voient 2 combats, en fait, et ils voient pas, en fait, plus loin, quoi. Et là-dessus, on est d'accord, hein, ils ont prévu le Lesnar-Cormier dans l'espoir d'avoir un Cormier qui, je pense, gagne. Hein, ça n'avantage personne que Lesnar gagne. Hein. Là, ça, c'est certain. Ça fout juste la merde dans la catégorie, c'est une catastrophe, quoi, mais... En revanche, si Cormier gagne, évidemment, ils vont essayer de vendre le combat de la trilogie entre John Jones et Cormier, quoi. Ouais. Et bon, après, ça, qu'est-ce qu'on fait avec un John Jones qui est champion à la fois des lourds légers et des légers, quoi, et des lourds légers et des lourds, quoi. Ça remet ce problème des doubles champions qui est un problème insoluble. Pour le moment, il n'y a personne qui a réussi à... Peut-être éventuellement Daniel Cormier, qui a quand même défendu son titre en lourd léger et son titre en lourd. Mais c'est quand même... Depuis qu'il est en lourd, il n'est pas descendu. Après, ce qu'on dit aussi sur les poids lourds, et c'est quand on dit que Dana White ne sait pas exactement ce qu'il fait, en fait, c'est pas qu'il sait pas ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait à faire quand tu as un pool de combattants qui est aussi limité. Et c'est là tout le problème, c'est que c'est court-termiste, mais quelque part, pour la stratégie qu'ils ont mis en place, ça n'a pas le choix que d'être court-termiste, parce que de toute façon, ils n'ont pas suffisamment de combattants et ils passent suffisamment de sang frais et de nouvelles arrivées pour pouvoir gérer quelque chose sur plusieurs années. Donc c'est là tout le sel. La dernière fois où ils ont essayé de le faire, en fait, où ils ont vraiment mis leur bille dans un panier, c'était pour Ngannou, en fait. Mais ils en ont trop fait, en fait. Enfin, ils en ont vraiment trop fait, parce que les gens se souviennent plus de l'hystérie qu'il y avait avant. Mais là, toute la force médiatique de l'UFC était derrière Ngannou. Hein. C'était le coup de l'effort d'escorte, le coup du Performance Institute, l'homme qui frappe le plus fort au monde. Ouais. Enfin, il y a eu tout ça en 3 semaines. Et bon, il y a eu le combat contre Stipe Miocic. Là, il a fallu, avec cette classe et cette élégance propre à Dana White, retourner la veste et dire non, en fait, ça n'a jamais été mon pote et ça, j'ai jamais dit toutes ces choses que j'ai dites, mais bon, voilà. Donc, en plus de ça, c'est risqué chez les poids lourds parce que ils essayent vraiment d'avoir leur star en poids lourd. Hein. Ils ont essayé avec Ken Vasquez, mais le mec s'est blessé. Ils ont essayé avec Junior Dos Santos, mais le mec a perdu des combats. Et, le seul avec lequel, en fait, ils n'ont pas essayé, et c'est quand même assez paradoxal, c'est avec Stipe Miocic. C'est quand même le champion qui a le plus défendu, tu vois. Mais ils n'ont pas essayé parce que bon... difficile à vendre. Hein. Difficile à vendre, tu vois. Mais ils essayent, mais c'est vrai qu'ils sont limités par le matériel, en fait. Mais c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas cette régénération, ça va être vraiment compliqué. Et ça peut passer... Ça peut passer peut-être par payer un peu plus les combattants. Je ne ferai pas une digression sur le fait qu'avec le deal ESPN, ils sont vraiment dans la merde pour être payés plus ou négocier leur contrat. Mais en tout cas, même si l'écart est grand à faire là,
ce nouveau deal ESPN, c'est pas ça qui va faire les affaires non plus de nouveaux venus en MMA en poids lourd. Affaire à suivre. Question de L13M. Les mecs, juste un message d'encouragement pour vous dire de continuer ce que vous faites. C'est vraiment cool. Merci. Merci. On fait ce qu'on Eh peut. bien, il n'y a pas d'autres questions. Bon. Eh ben, pas d'autres questions. Messieurs, une dernière question. Petit message d'ailleurs pour tous ceux qui nous posent des questions. À chaque fois, on privilégie les nouveaux arrivants. Et puis ensuite, ceux qui nous ont déjà posé des questions, on les garde quand même de côté. Mais c'est vrai qu'on essaye un peu de faire un espèce de petit roulement. Donc on va prendre question de Mobutu35 qui avait déjà posé une question. Quelle est selon vous la catégorie la plus dense de l'UFC? Donc ce sera notre dernière question. En termes de talent, pour moi, number one, lightweight, sans clairement, parce qu'on peut faire un top 10 avec des champions potentiels. Et deuxième, j'ai envie de mettre la catégorie welterweight, qui elle aussi est vraiment extrêmement dense. Et pour moi, c'est les deux qui sont les plus denses aujourd'hui. Pas mieux. Non, pas mieux. C'est ça. Ça va de lightweight, welterweight et même middleweight qui aujourd'hui commence à vraiment à prendre un bon essor. Mais en fait, ça correspond aux morphologies les plus courantes en fait. Il y a plus de gens qui font entre 68 et 80 kilos qu'il y en a qui font 50 kilos ou 100 kilos, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait là, évidemment, le pool de combattants est plus étendu. Et donc, par voie de conséquence, il y a une plus grande compétition et donc il y a plus de talents qui émergent, tu vois, tout simplement. Ouais, et puis pour conforter ce propos, ça a toujours été le cas en fait. Enfin, les lightweight, welterweight et même en descendant, il y a eu featherweight, il y a un moment donné, il y a eu bantamweight. Mais voilà, c'est vrai que ça a toujours été comme ça et il y a des chances que ce le soit, même s'il y a des moments où il y a des âges d'or de middleweight, des âges d'or en light heavyweight, etc. Ce sera toujours un peu comme ça. Eh bien, super, messieurs, superbe réponse. Finalement, une dernière question, parce que je pensais qu'on allait être un peu plus long sur celle-là. Question de Monsieur Sachou, qui date du 24 mars, donc c'était la semaine dernière. On en avait eu suffisamment, donc j'avais pas sélectionné cette question-là. Salut la sueur, que pensez-vous de la victoire d'Anthony Pettis contre Wonderboy pour vous? Qu'est-ce que cela va avoir comme impact sur la catégorie welterweight? Et plus globalement, est-ce la preuve qu'il devrait y avoir une catégorie 165 et une catégorie 175? Hâte de voir votre réponse à cette question avec un petit mème d'Austin Powers. Alors, messieurs. De toute façon, la catégorie 165, ce serait intéressant et il faudrait qu'elle existe, mais c'est pas demain la veille. Visiblement, Dana White, à chaque conférence, et dès qu'on lui file un micro, c'est 1-2-1-2, pas de 165. Donc, de toute façon, c'est baisé, même si effectivement, ça aurait énormément de sens. Il y a énormément de combattants qui ont plus leur place en 165 qu'en 170. Je pense à RDA, Kevin Lee aussi. Enfin, il faut qu'il y ait cette catégorie-là de toute façon. Mais bon, après, c'est. Pour éviter ne serait-ce que l'embouteillage en lightweight. Parce que là, on se rend bien compte, elle est extrêmement dense cette catégorie, mais justement, c'est pas extrêmement dense. C'est qu'aujourd'hui, je trouve personnellement qu'elle est trop dense. Parce qu'un mec comme Tony Ferguson, c'est pas possible que depuis 2 ans, le mec ne puisse pas avoir son title shot. D'autant plus que Tony Ferguson, en plus, lui était un ancien welterweight, donc lui aussi serait parfait en 165. Exactement. Mais je te dis, c'est évidemment le bon sens commun appelle cette catégorie. Je sais pas pourquoi en fait il y a cet obstacle de la part de Dana White, c'est sa marotte. Il dit qu'il n'y en a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'il y connaît? Bon bref, je sais pas, il y a peut-être un mec de 165 qui a tiré sa meuf et du coup, à mon avis, je pense que là, il a les boules là, tu vois, genre. Mais non, en fait, genre ça. Après, pour l'impact que la victoire d'Anthony Pettis a, visiblement peu, parce qu'Anthony Pettis va quitter la catégorie welterweight, il va retourner en lightweight, d'après ce que j'ai compris. Si ça a un impact, c'est que ça a définitivement débouché Wonderboy de la course au titre. C'est-à-dire que Wonderboy, il essayait qu'à un cas de revenir en fait, et ça pouvait peut-être marcher parce qu'évidemment, il n'a pas rencontré Ousmane, il n'a pas rencontré Covington. Donc il y avait des combats qui étaient un peu alléchants, tu vois, sur le papier. Là, comme il vient de se prendre un KO des enfers, excite quoi, tu vois. C'est un peu dur parce que franchement, sans déconner, là, c'est Wonderboy qui avait une petite carrière tranquille et nouveau champion, c'est peut-être le moment de machin. T'as Anthony Pettis qui arrive, il met une balayette à sa carrière et il redescend. Ouais, exactement, mec. Voilà. Juste pour le plaisir de lui mettre un truc. Voilà, pour le panache. Eh ben, messieurs, formidable. On est bon? C'est ainsi que nous concluons l'épisode de la semaine. Mais on les voit pas, les cœurs, quand tu les mets sur le podcast. Vous les voyez pas?
On les voit nous, mais les auditeurs ne les verront pas. Eh bien, je vous envoie des petits cœurs, messieurs, parce que ça me fait toujours plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions @lasueur sur Instagram et par mail, contact@lasueur.com. Avec Rust et Polydomson, on vous prépare de superbes t-shirts. Attention, #teasing. Et n'hésitez pas à nous envoyer les photos, parce que pour l'instant, on en a reçu quelques-unes. Ça nous a fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que vous êtes des beaux gosses, messieurs. Vous êtes des beaux gosses. donc voilà, messieurs, à la semaine prochaine. Enfin, oui, semaine prochaine, dimanche prochain, puisqu'il n'y a pas de combat spécialement intéressant la semaine prochaine. Donc voilà, dimanche, même heure, même endroit, podcast La Sueur. Allez. On sera là. Soit.